Donc, amis trailleurs, bonjour. Nous sommes ici dans le magasin Activa Sport à Chambéry, avec son responsable, l'illustre Christian Perrault, qui est en même temps responsable, mais il va nous le dire, du team éponyme. C'est bien cela, donc Activa Sport qui est bien sûr partenaire de l'ITT depuis la première édition en 2011. Non, bah nous, c'est toujours avec plaisir de pouvoir être sur des épreuves de ce type-là. C'est vrai qu'on est partenaire sur une vingtaine de courses toute l'année, et c'est vrai que l'été, on migre un peu, si on peut dire, sur ces trails de montagne, que ce soit à Courchevel, à Val d'Isère, qui ont des particularités d'offrir des paysages magnifiques l'été. Hein. Et qui plus est, bon, Val d'Isère offre le trail le plus haut d'Europe, donc voilà, c'est intéressant pour nous d'être présents sur des lieux de ce type-là. D'accord. Ouais. D'accord. Ça ne m'étonne pas de toi, hein, d'être là, simplement bien présent dans les grands rendez-vous, là où il le faut. Christian, en tout cas, 1000 fois merci de nous accueillir dans ton magasin, hein, dans ta ville, qui t'est chère, hein, aussi bien le magasin que la ville. Merci Christian. Et également cher à François, qui était athlète au l'EAC, donc... Tu veux faire l'interview à ma place? C'est comme ça que j'allais enchaîner, tu vas vraiment me déstabiliser. Hein. Et là, en effet, donc, je suis en présence sans doute de l'un des meilleurs ultra-trailleurs que la France connaisse. C'est bien, fût-ce sa modestie en souffrir, c'est bien évidemment François Den, qui connaît en effet très bien Chambéry, puisqu'il a porté les couleurs de l'Entente athlétique de Chambéry jusqu'en 2009, car avant d'être ultra-trailleur, François a commencé par la piste, le 3000 mètres steeple, hein, avec, je crois, une marque personnelle, il va peut-être nous le dire, en 9 minutes 38, il me semble. Quelque chose comme ça. Voilà, hein, donc il faisait de la route, de la piste, hein, de la route justement, hein, dont en référence, je crois, sur 10, il est à 33,59, hein, ça remonte à 2004. Voilà, et donc, justement, je vais quand même poser cette première question, François. Tu as navigué beaucoup entre Florac, au cœur des Cévennes, hein, ensuite, donc, Chambéry, tu es né à Lille, hein, le 24 décembre 1985. Maintenant, depuis, je crois, l'année dernière, tu vas peut-être me contredire, tu as donc de profondes attaches avec le Beaujolais, hein, tu résides à Villefranche, où tu es exploitant viticole, en même temps tu es kiné. Peux-tu nous dire, on s'y perd un petit peu, peux-tu nous dire ta région véritablement de souche? Bah là où j'ai vraiment grandi, en fait, c'est pas très loin d'ici, c'est à côté du lac d'Aiguebelette à Novalaise, un petit village, où donc mes parents ont déménagé quand j'avais, on va dire, 3 ans, et puis où j'ai fait toutes mes études, et où mes parents sont toujours, donc où je reviens très régulièrement sur cette zone-là. Donc après, on a migré un petit peu sur Florac, où on était très proche de la nature, on était très bien, mais on était quand même un petit peu loin des Alpes et de nos amis et tout ça. Donc, justement, il y avait un très joli terrain de jeu. C'était super pour courir, mais pour le ski un petit peu moins bien. Et puis c'est vrai qu'on avait quand même beaucoup d'attaches sur Rhône-Alpes, et voilà, l'opportunité de reprendre des vignes dans le Beaujolais, en même temps de se rapprocher, ça nous a séduit un petit peu. Donc ça fait un peu plus d'1 an maintenant qu'on exploite ces vignes à côté de Villefranche. D'accord, donc tu es un véritable Savoyard. Voilà, j'ai passé la plus grande partie de ma vie en Savoie. Hein, tu as grandi, tu me dis, dans l'avant-pays, à Novalaise, hein, donc on peut vraiment dire que tu es Savoyard. Et d'ailleurs, tu as toujours un pied-à-terre ici même, dans la voilà, mes parents habitent à Novalaise. À Novalaise, ah, d'accord. François, donc je disais tout à l'heure que tu as porté les couleurs de l'EAC jusqu'en 2009, de manière continue. À ce moment-là, tu ne faisais pas, au début en tout cas, 2004, 2003, 2004, tu ne faisais pas du tout de trail, puisque tu te lances dans le trail en 2006, et de manière tout à fait phénoménale, puisque coup d'essai, coup de maître, tu l'emportes tout de suite autour des glaciers de la Vanoise. Je ne dis pas d'ineptie, surtout tu m'interrompes, hein, la conversation doit être vivante, hein, il faut m'interrompre immédiatement si par exemple, je rappelle. C'est bien ça, c'est bien en 2006 que tu te lances dans le trail? Voilà, c'est ça. On a fait quelques courses autour de Chambéry avec mon beau-frère Alexis, là, par exemple le trail du Nivolé par équipe de 2, ou des petits relais comme ça. C'est vrai que ma première grande distance, ça a été le Tour des glaciers de la Vanoise. On s'était lancé un petit pari avec un copain. Et puis ça s'est super bien passé. Et
j'ai vraiment aimé l'effort long, et puis bah, avec ce résultat-là, ça peut bien se passer. Alors, quel cageur que tu as relevé en tout cas. Tu te souviens de cette course? Ouais, je m'en souviens bien. Très bien. C'est un parcours où je suis retourné plusieurs fois, puis c'est une station que j'aime bien aussi, des belles montagnes, la Grande Casse, tout ça. Donc, si je me souviens bien de mes sensations, puis non, il y avait mon père et mon frère qui étaient venus me voir un petit peu sur l'épreuve, ça avait vraiment été un beau week-end. Je dis un mot là, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, tu parlais d'Alexis tout à l'heure, avec qui tu faisais déjà des courses nature, des trails courte distance, des relais, tu disais, relais je suppose au niveau des revards, hein, tu m'as dit assez ça. Hein. Alexis, c'est bien sûr ton beau-frère, c'est Alexis Trobe, bien évidemment. Hein, Alexis Trobe, et d'ailleurs, la famille était à la fête hein, sur l'ITT, sur la dernière édition de l'ITT, puisque tu avais remporté le 65, et ton beau-frère, Alexis Trobe, avait fait tomber dans son escarcelle le 32 km. Et donc, Tour des Glaciers de la Vanoise, hein, je ne sais pas si tu t'en souviens, tu avais en effet l'emporté sur une distance, en effet, là, cette fois-ci vraiment longue, hein, puisque ça fait 72 km. Tu l'avais emporté d'un peu plus de 20 minutes, je ne sais pas si tu t'en souviens, sur Philippe Rossier. Philippe Rossier, hein, le Suisse bien connu, qui est en même temps coureur de montagne, vertical runner et également ultra trailer. Quel chemin parcouru hein, depuis 2006. Après 2006, hein, je pose également cette question. Tu te souviens aussi, donc quelques mois après, qu'est-ce que je dis quelques mois, 2 mois après, tu faisais la CCC. Ton premier ultra trail, hein, à ce moment-là, ça faisait, je crois, dans les 4, ça faisait 86 km. Voilà. Ça t'a fait quatrième ce jour-là, ça t'a fait quelque chose de voir une femme l'emporter au scratch en la personne de Coco, Corinne Favre. Ça t'a fait quelque chose? Là maintenant, quand tu te remémores ça... Bah, maintenant, quand je me remémore ça vraiment rigolant, parce que c'est vrai que si j'analyse un petit peu la façon dont j'étais parti, c'est vrai que j'étais parti tout de suite à fond, tout seul devant. Ce qui est chose que maintenant, je pense, sur un ultra-trail, je ne referai jamais. Et je crois que j'étais passé avec quelque chose comme un quart d'heure d'avance au Grand Col Ferret, pour ensuite avoir des crampes de partout et ramper dans les montées d'après, où elle m'avait repris. Donc bon, bah, finalement, l'issue a été très belle, puisque je fais quatrième, c'était pour moi une super performance. Les premiers espoirs. Voilà, les premiers espoirs, mais c'est vrai que la façon dont j'avais géré la course me fait encore rire aujourd'hui. Oui, je pense plus que tu récidives ce genre de contre-performance, on va dire. J'ai en tête là, ouais. Bon, d'accord. Alors, tu es ultra-trailleur, avant tout, mais oui, alors justement, vas-y, tu fais un peu la moue. Pour toi, tu te considères pas stricto sensu comme un ultra-trailleur, mais comme un trailer? Bah, c'est vrai que, on va dire que j'ai l'impression de me trouver un peu plus à l'aise sur des efforts qui dépassent, on va dire, 3-4 heures, et qui sont sur des terrains un petit peu plus montagneux que plats. Mais après, on va dire de 5 heures à 25 heures, il y a quand même un grand terrain de jeu et beaucoup de courses qui sont accessibles. Donc après, j'aime bien ne pas trop faire de cours, j'aime bien pas trop faire d'ultra dans la saison, essayer de me préserver un petit peu. Donc le fait de pouvoir faire des 40 km, des 60 km, ça me permet de faire un petit peu plus de courses, d'être un petit peu plus présent, de m'amuser un peu plus. Donc j'essaie généralement de monter progressivement tout au long de l'année jusqu'à la fin de l'année, mais ça varie des années, et puis selon les opportunités que j'ai de faire des voyages, des nouveaux parcours, de nouveaux terrains de jeu. Ça c'est vrai que c'est une constante, hein. Je l'ai en effet remarqué dans la saison, hein. Tu commences toujours par des trails vraiment longs, de 40-50 km, hein, pas d'ultra hein, au départ, et en effet tu montes, et en effet après il y a une profusion d'ultra sur la fin de saison. Hein. Tu l'as bien montré notamment en fin de saison dernière. Puisque tu étais à Hong Kong, hein, sur le 100 km de Hong Kong. Avant, bien sûr, tu étais sur l'UTMB que tu remportes. Et après Hong Kong, donc ça c'était en novembre, hein, c'était le 16 novembre, hein, si ma mémoire ne flanche pas. Et après, 1er décembre, à San Francisco, tu es sur le 50 miles, c'est ça, où tu es le dauphin, en fait. Hein. C'était un peu court quand même entre les deux. Ah oui. Ensuite, tu es quand même un ultra-trailleur, on va dire. Quelles sont tes cartes maîtresses en ultra-trail? Et puis, bien évidemment, tu as compris quels sont tes talons d'Achille. Bah, c'est dur quand même de se juger. Et après, je pense que je pense qu'au bout de effectivement 4-5 heures, généralement, c'est là où je remonte beaucoup de monde. Donc, il doit se passer un petit déclic à ce moment-là. Je sais pas si c'est moralement, physiquement, mais
c'est que c'est une période que j'aime bien, où j'arrive à courir, on va dire, aisément, et où je me sens bien à la fois à tous les niveaux. Donc c'est souvent à ce moment-là que je remonte un petit peu les gens. Après, voilà, sinon je ne me sens pas particulièrement mieux en montée qu'en descente ou sur le plat, ou j'essaie d'être un petit peu polyvalent. Un peu. Je perds pas forcément de terrain, plus un endroit qu'un autre, quoi. T'es bon partout. Non, non, je peux pas dire que... Je pense que j'essaye, voilà, de limiter la casse dans chaque partie. Ne dis pas que t'es moyen partout. Personne ne te croirait. Non, mais je veux dire, si je fais un kilomètre vertical, je ne vais pas être dans les premiers. Si je fais de la descente, je ne vais pas être dans les premiers. Si je fais un 10 km sur route, je ne vais être pas du tout dans les premiers non plus. Je pense que c'est le fait de pouvoir mixer un petit peu entre tous les tableaux et pouvoir s'adapter qui fait qu'en ultra trail, bah, des fois ça réussit pas mal. Quelqu'un qui ferait que de la montée sur un ultra trail n'y arriverait pas. Donc le fait de pouvoir s'adapter, je pense que c'est important, quoi. Ton terrain de jeu, c'est d'abord la montagne. Quand je dis vraiment la montagne, puisque tu sais que le trail se dispute aux quatre coins de l'hexagone. C'est finalement une discipline extrêmement hétérogène, hein, et aucun trail, aucun ultra ne ressemble à un autre. Et toi, ton terrain de jeu? Bah, je respecte tout à fait le fait qu'il y ait des ultras et des trails partout dans le monde et sur tout type de terrain. C'est vrai que moi j'ai plus de mal avec les ultras un petit peu plats, où il n'y a pas vraiment un objectif montagneux, où on ne voit pas un déroulement logique en fait à la course. Et si j'ai pas d'école, des montées assez fréquentes, j'ai du mal à me projeter, à me motiver vraiment, quoi. Donc on va dire que vraiment, si c'est pas en montagne, j'ai plus de mal. Ouais. Les Templiers par exemple, où tu avais terminé 6e en 2011, qui est vraiment l'un des musts, qui est des rendez-vous incontournables pour tout trailer. Je crois que les Templiers c'est vraiment entre les deux. Ouais. Et c'est pour ça aussi, je pense qu'ils ont beaucoup de succès. Et pour moi, c'est peut-être on va dire que c'est un petit peu trop roulant, quoi, surtout cette période de l'année. Après, c'est une région qui est magnifique, puisque j'ai vécu juste à côté là-bas, et la compétition est excellente là-bas. Donc je pense que ces deux-là compensent un petit peu le manque de montagne pour moi. Mais c'est vrai vu les vitesses horaires à laquelle ça se gagne maintenant, je pense que pour moi, c'est trop dur, c'est un peu trop rapide. Ouais. Même si j'ai fait des très bons résultats et que ça se passe très bien, mais c'est différent comme terrain. C'est comme San Francisco. Je suis arrivé complètement exténué, j'ai fait une super deuxième place, je suis très content de ma place, mais on va dire que le plaisir que j'ai pris pendant la course, c'est pas du tout le même que le plaisir que j'ai pu prendre à l'Ice Trail ou autour des Filles ou dans des courses qui ont vraiment un dénivelé très important. Justement, j'allais venir un peu à l'idée qu'on parle de l'Ice Trail tarentaise. Là, c'est vraiment ton terrain de prédilection. Oui, après, c'est quelque chose de vraiment différent. Voilà. J'aime beaucoup tous les trails en montagne où on a besoin de marcher, de courir, où c'est varié, quoi, qu'on passe jamais, on va dire, une heure à faire la même chose sur le même type de terrain. Et l'Ice Trail, pour le coup, c'est totalement varié. On part de nuit, c'est un petit peu roulant. Après, on a un sentier qui est très rocailleux. Ensuite, on arrive sur le glacier. C'est tout en changeant. Ensuite, on court sur des névés. Et puis le fait de devoir mettre des chaînes à neige, ça rappelle un petit peu le ski alpinisme, c'est un petit peu des bâtons, il faut jouer avec les conditions de la montagne, le froid, se rhabiller, se changer, faire attention à ce que l'eau ne gèle pas. Et ouais, c'est vrai que c'est 8 heures qui sont passées super vite. Et je ne sais pas si c'est vraiment mon terrain de prédilection, mais j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir pendant la course. Pendant une heure, on est vraiment sur le glacier de la Grande Motte. Après, la piste, elle est damée sur beaucoup de la montée, mais bon, c'est déjà un environnement qui est un petit peu plus hostile, et puis si on a la chance de pouvoir faire l'arrêt de la Grande Motte par vraiment beau temps, c'est vraiment l'occasion de faire un sommet qu'on a rarement sur d'autres trails. C'est vrai que souvent on passe sur des névés, sur de la neige ou même sur des bouts de glacier pour arriver à un col, mais là on va vraiment faire normalement l'aller-retour sur le sommet. Et bon, je crois que c'est une chance de découvrir un petit peu la montagne en faisant du trail pour beaucoup de gens. Et quelle montagne, hein, c'est vraiment la Grande Motte, hein, avec la Grande Casse, avec le Mont Pourri, hein, vraiment et puis la Grande Sassière aussi, on pourrait dire, hein, vraiment l'un des sommets mythiques. La vue qu'on a sur la Grande Casse, voilà, c'est tellement bien placé au centre, au centre un peu du parc de la Vanoise, de la Tarentaise, on voit tous les sommets autour, c'est vraiment bien placé, et on oublie très vite le téléphérique qui est en contrebas. Parlons un petit peu d'environnement. L'ITT traverse le parc national de la Vanoise.
Pour toi, donc, qui est le premier parc national français à être créé en 1963, pour toi, ça a une valeur symbolique forte, le fait de traverser le parc national de la Vanoise, que tu as d'ailleurs sillonné aussi en 2006, bien évidemment, hein, lors du tour des glaciers. Je crois que tous les parcs nationaux sont tous très beaux à découvrir. Après, le parc de la Vanoise, c'est un petit peu le parc le plus proche duquel j'ai grandi. Et c'est les paysages que je connais un petit peu et les sentiers qui sont vraiment magnifiques. Et comme autour des glaciers de la Vanoise, là, finalement, il y a un endroit où on se rapproche un petit peu là, quand on est au niveau du Vallon de Balès. Et c'est vrai que c'est pour moi, quand un trail est réussi, qu'il est en main, c'est qu'on sent même pas le temps passer, qu'on apprécie le fait de cheminer de col en col et de montagne en montagne. Et là, c'est un peu la sensation qu'on a sur ce tout petit chemin qui zigzague, qui saute au-dessus des cours d'eau. Et bon, je pense que c'est difficile d'organiser des courses au cœur même du parc de la Vanoise parce qu'il y a beaucoup de contraintes et pour les organisateurs et pour les coureurs et pour les stations. Mais je crois que c'est très important de continuer à essayer de faire des trails sur ce type de parcours parce que c'est comme ça qu'on découvre vraiment la nature et la montagne. Pour toi, il n'y a pas du tout d'incompatibilité entre des espaces naturels protégés et le trail? Moi je fais du trail pour aller dans des espaces naturels protégés, donc non, ce serait plutôt une compatibilité et il faudrait plutôt même que... Il y en a qui... D'ailleurs, quand je dis espace naturel protégé, je dirais même espace naturel tout court. Non, parce qu'il y en a certains, des trailleurs même, hein, qui affirment que bon, de grandes marées humaines peuvent attenter au respect de l'environnement. Je pense qu'on n'en est pas là, heureusement, et que d'ailleurs il y avait beaucoup de chartes dans chaque organisation, et selon chaque course, il y a un nombre de coureurs qui est limité, et puis que chaque organisateur est un petit peu amoureux de la nature qu'il veut faire partager à ses coureurs, et que du coup il essaye au maximum de la préserver. Je pense que si on n'a plus le droit d'aller se promener sur les sentiers, dans les montagnes, on n'aurait plus le droit de faire grand chose d'autre non plus. Il faut rester raisonnable et il faut en profiter et ouvrir les yeux. Passons maintenant au plan sportif. François, si tu le veux bien. Donc tu avais remporté l'année dernière l'épreuve Rennes, hein, du 65 km, donc sur l'illustre Dacheri Dawa Sherpa, et Nicolas Pianet, donc, qui montait sur la marche restante du podium. Comment dirais-je, tu as vu donc le plateau cette année qui s'annonce, un plateau tout à fait exceptionnel, puisque, ne l'oublions pas, l'ITT donc servira de troisième manche à la Coupe du Monde de Skyrunning version ultra-marathon. Voilà. Donc championnat, Coupe du Monde qui renferme exactement 5 étapes. D'abord, première question, donc tu seras au départ de l'ITT, et au fait, n'oublions pas que tu es ambassadeur aussi de cette manifestation. Merci François. Au sujet donc de cette Coupe du Monde de Skyrunning. Tu ne l'avais pas fait l'année dernière, cependant c'était très très bien parti, puisque tu avais terminé quatrième à la Transvulcania, à moins de 14 minutes d'un certain Kilian Jornet. Et après, on t'a plus vu sur cette Coupe du Monde de Skyrunning version ultramarathon. Est-ce que cette année, tu envisages de disputer au moins les 3 épreuves, donc pour être classé, hein, pour avoir des chances d'être dans les meilleurs de cette Coupe du Monde de Skyrunning? Je ne me suis pas encore projeté aussi loin. On va dire qu'il y a la Transvulcania qui est dans une quinzaine de jours, où j'espère être en forme. J'ai fait beaucoup de voyages en début de saison, donc c'est un petit peu dur de se jauger, de se remettre un petit peu de tout ça. J'ai vraiment profité à fond de ces voyages, sans penser franchement à l'entraînement de manière rigoureuse, mais j'espère que la forme sera au rendez-vous. Et puis après, mon deuxième gros objectif, ce sera d'être en forme à la Israël Tarentaise. Donc à la suite de ces 2 courses, je me planifierai ensuite sur mon mois de septembre à la suite de ma saison. Oui, puisqu'il n'en restera plus que 2. Je ne pense pas que tu feras celle de l'Utah 15 jours après l'ITT. Et donc la dernière, ça sera celle qui est dans le Colorado, fin septembre. D'accord, donc là,
Ça dépend de Moi, ce ça qui va va se dépendre passer. de ma place, mon état de forme. Il faut que j'étudie un petit peu, voir si c'est un parcours qui peut me plaire. Et voilà. Bon, pour l'instant, la série en elle-même. Tu n'attends pas aussi autre chose? Il n'y a pas un autre rendez-vous qui va intervenir entre temps? Non, non. Si, normalement, je suis aussi papa début juillet, donc on va passer un été peut-être un petit peu à rester aussi un peu plus à la maison qu'à courir le monde. Pour ça aussi que j'ai préféré voyager beaucoup en ce début d'année. Et bon, voilà, on va tenir après l'Ice Trail, on tirera un petit peu le bilan de cette première partie de saison, puis on verra pour la suite. Alors j'en reviens au plateau, donc un plateau vraiment de niveau international qui est attendu. Hein. Donc là, qu'est-ce que tu en penses? Sans dénigrer le millésime 2012, hein, surtout pas, je ne veux pas commencer à affaiblir ça, ça risque quand même d'être notre paire de manches. Oui, bah après, ce qu'on peut dire que ma 4e place à la Transvulcania avait moins de saveur qu'une première place n'importe où ailleurs, je ne sais pas. Ce qui est important, c'est à la fois d'être en montagne, mais c'est aussi un petit peu l'aspect compétitif de la chose. Donc si j'ai accepté aussi d'être ambassadeur cette année de l'Ice Raid, lorsque Laurent me l'a proposé, c'était aussi pour justement faire parler, faire venir un petit peu tous ces coureurs internationaux, essayer d'amener le plus beau plateau possible aussi au niveau de l'Ice Raid. Donc pour moi, je suis très content et j'espère que la bagarre sera d'autant plus belle et que tout le monde s'y retrouvera. Quoi, ouais. D'accord. La victoire, c'est très bien. Après, il y a des places d'honneur qui sont encore plus belles, finalement, quand c'est plus serré, qu'il y a une belle bagarre. Tes autres objectifs, en dehors de cette Coupe du Monde de skyrunning? C'est déjà pas mal. Hein. Parce que justement, tu fais à peu près combien d'épreuves? Ça dépend. J'essaie de diviser généralement ma saison en deux pour vraiment essayer de prendre un peu de recul sur la première partie, de voir un peu mon état de forme et puis ensuite de repartir sur la deuxième partie de la saison. Je me suis inscrit au Grand Raid de la Réunion, donc on verra dans quel état j'y vais, selon si je fais l'Uroc, si je fais pas l'Uroc qui est juste avant. Donc voilà, tout va dépendre vraiment de, on va dire, du mois de juillet. Ouais, je crois que le mois de juillet, ça va être vraiment un beau mois. Ah bah tu vois, tu as un beau mois, donc tu as l'air confiant déjà pour l'ITT. Ouais, de toute façon, enfin, pas peu importe le résultat, mais je veux dire, quand on est content d'aller sur une course, qu'on a pris du plaisir à la préparer, généralement le résultat suit, et puis même s'il ne suit pas, on est rarement déçu quand on est content d'être au départ. Tu peux nous dire un mot quand même, parce que c'est quand même assez mal connu de beaucoup, cette Coupe du Monde de skyrunning, cette fédération, l'International Skyrunning Fédération. Tu peux nous en dire un mot C'est quelque chose qui est mal connu, mais pourtant qui date de très longtemps. On va dire que c'est une association, c'est une fédération qui est peut-être un petit peu plus connue au niveau des élites que du grand public, parce que c'est des courses qui étaient quand même partout à travers le monde et sur des sommets, sur des endroits mythiques. C'est des courses qui se veulent très techniques et avec un parcours très logique qui va directement au sommet. Après, des personnes comme Corinne Favre, par exemple, connaissent le circuit depuis très longtemps et c'est le genre de parcours qu'elle a affectionné aussi particulièrement. Après, bon, dans le monde du trail running aujourd'hui, quelqu'un comme Kylian ou comme Anna Frost, qui sont aussi du team Salomon, font ces courses depuis très longtemps et les connaissent depuis très longtemps. En France, l'an passé, ils ont essayé de faire connaître un petit peu cette fédération, notamment grâce aux Templiers, qui est quand même une des épreuves majeures de trail en France. Donc là, je pense que cette année, c'est un petit peu l'année charnière où ils vont essayer, je sais pas, de suivre une nouvelle ligne. On verra ce que ça donne. C'est-à-dire que l'an passé, ils étaient sur un parcours comme les Templiers qui n'était pas forcément le type de parcours sur lequel d'habitude ils sont. Donc cette année, je ne crois pas qu'ils retournent aux Templiers. Donc ils retournent sur des parcours comme l'Ice Trail qui sont des parcours très techniques et très hauts. Sierzinal aussi, hein, en version marathon, ils n'y retournent pas non plus. Tout à fait. Donc à voir si le grand public qu'ils avaient atteint aux Templiers va pouvoir poursuivre ensuite sur des courses comme l'Ice Trail. Si on faisait une comparaison naïve, je pose cette question naïvement, entre les circuits, parce qu'il y en a deux, du TTN, que là, le grand public connaît,
parce que bon, il ne faut pas croire que le TTN n'attire que les élitaires. Hein. Il y a du monde qui dispute. Au contraire, même. Ah, ouais, tout à fait. Tout à fait. Si on compare le circuit TTN, donc, et les circuits du skyrunning. C'est un peu les questions que tout le monde me pose et se pose un petit peu en ce moment. Qu'est-ce que c'est vraiment le skyrunning? Qu'est-ce que c'est que le trailrunning? Pourquoi le TTN? Pourquoi la venue de la FFA? Quelle est vraiment la fédération du trail? Tout ça. J'avoue que j'ai l'impression de me situer un peu au milieu de tout ça. Ouais. On va dire que pour l'instant, moi, je ne vais pas forcément sur une course parce qu'elle est skyrunning, je ne vais pas non plus sur une course parce qu'elle est TTN, même au contraire, j'essaie de choisir mes courses. Tu feras peut-être une petite entorse cette année. Voilà, mais si la course de l'Uroc me plaît, si vraiment je suis bien placé, mais les deux premières courses, la Transvulcania et la Ice Trail, j'y vais pas forcément parce qu'elles sont skyrunning, j'y vais parce que c'est les courses qui me plaisent et qui correspondent un petit peu à la façon dont T'en fais pas une fin en soi, t'en fais pas du tout une fin en soi. Je fais pas du tout une fin en soi, comme j'ai jamais fait de fin en soi non plus sur les courses du TTN où j'avais fait de belles places sur le TTN et que j'aurais pu jouer le classement TTN, finalement je l'ai même pas joué et voilà, c'est parce que je préfère rester sur des trails qui me plaisent et j'ai la possibilité pour l'instant de le faire, donc j'essaie de continuer comme ça. D'accord. On continue un petit peu, moi j'ai encore quelques questions, mais ça dépend également de François, encore quelques petites questions. Après, il n'y a pas de souci. Mais il transpire. Il préfère être sur les pentes là de montagne. Quelques questions encore. En ultra, quand tu prends le départ d'un ultra, tu te soucies de tes rivaux ou alors tu te soucies de toi-même? Ça dépend, on va dire, de quel ultra, de quel objectif et de quelle place il a dans la saison. Il y a certains... Pour bien réussir un ultra, je veux dire, le conseil qu'il faudrait donner, c'est vraiment de ne pas se soucier des autres, de penser qu'à soi-même et d'essayer de bien se gérer, mais de près, quand on veut vraiment gagner un ultra, quand c'est vraiment l'objectif de sa saison, comme par exemple l'an passé à l'UTMB, pour ma part, j'avoue qu'il faut aussi se soucier des autres et qu'il faut parfois se faire un petit peu mal pour suivre ou savoir attendre un petit peu et pas forcément répondre qu'à sa condition et qu'à ses besoins du moment. Quoi. Il faut jouer la course en elle-même. Quoi. C'est ça qui est un petit peu dur et qui fait que des fois dans le top 10 et dans le top 5, il y en a beaucoup qui explosent et qui ne sont pas à l'arrivée. Et en ultra toujours, hein, puisque je répète, tu es quand même ultra trailleur, au premier chef. Comment planifies-tu tes entraînements? Alors, tu vas me dire que ça dépend également de l'ultra disputé, bien évidemment. Oui, ça dépend. Puis ça dépend aussi du moment dans la saison. C'est vrai que je le passe, moi généralement, j'en ai pas trop avant l'été parce que l'hiver j'ai beaucoup de mal à m'entraîner sur des longues distances et j'essaie de privilégier un petit peu le ski pour changer un petit peu. Ski de fond, ski alpinisme? Je fais un petit peu des deux. Ça fait quelques années que je fais un peu plus de ski alpinisme, mais j'aime beaucoup le ski de fond en début de saison. J'étais présent d'ailleurs à la Pyramenta. Voilà, tout à fait. Mais je fais quand même beaucoup de ski de fond, que ce soit sur le plateau du Revard ou au Cési, j'aime bien le ski de fond. Mais oui, je planifie difficilement mes entraînements longtemps à l'avance. Ça va dépendre un petit peu de l'endroit où je suis, de l'envie du moment, des possibilités. Pour l'ITT, par exemple. Pour l'ITT, cette année, ce serait bien si je pouvais aller faire un petit peu d'acclimatation en montagne et travailler un petit peu, on va dire, l'effort dénivelé. Mais bon, au mois de juin, c'est le moment aussi où la vigne demande beaucoup d'attention et qu'il faut faire le débourgeonnage. Donc, dire que se baisser de ramasser les bourgeons, ça fera l'entraînement en dénivelé. D'accord. Si je te dis ton meilleur souvenir, c'est le Tour des Glaciers de la Vanoise. Finalement, coup d'essai, coup de maître, ce que je disais tout à l'heure. Et ton pire souvenir, l'UTMB 2011, où d'atroces douleurs à l'arrière du pied t'ont contraint à l'abandon à 30 km de l'arrivée, alors que le top 5 t'était promis. En tout cas, largement envisageable. Oui ou non? C'est pas faux. Après des mauvais moments comme celui-là, j'espère que j'en aurai pas d'autres, donc celui-là c'est sûr. Après des bons moments, j'en ai eu tellement. C'est vrai que cette première victoire, c'était vraiment naturel, c'était vraiment
porte d'entrée, on va dire, un petit peu dans ce monde du trail. Après des moments comme l'an passé à l'arrivée de l'UTMB où ça me permet un peu aussi de concrétiser un petit peu et de partager tout ça. Puis c'était un petit peu un tournant aussi l'an passé, ma saison de trail, où j'ai vraiment réussi à prendre du plaisir dans mes entraînements et dans toutes les courses que je faisais, et à vraiment redevenir moi-même en faisant du trail. L'an passé, c'était vraiment une année un peu charnière qui m'a permis vraiment d'assumer vraiment ce que je voulais faire et comment je voulais le faire. Donc l'aboutissement à l'UTMB, ça reste aussi un grand moment. C'est pas forcément l'arrivée sur cette course-là, mais c'est le fait qu'il y ait mes amis, ma famille, tout le team qui soit réuni. C'était un moment important pour moi. Encore 2 questions, François, rassure-toi. Non, je te sens bien. Je sens qu'on pourrait parler des heures durant. Il est ultra endurant. Ah oui, effectivement. C'est moi qui vais craquer avant. Je le sens. François, donc 2 questions. Bien sûr, tu pourras, si tu as envie de dire d'autres choses que je n'ai pas traitées, ne te gêne surtout pas. Début 2010, tu intègres le team Salomon. On peut dire quand même que c'est un sacré tournant là dans ton parcours depuis 2006. Oui ou non? D'ailleurs, je crois que ton arrivée précédait ta victoire au Ventoux. Tout à fait. Ça devait être en mars. C'était ma première course. C'était juste après la première fois que je participais à l'Advance Week. C'est un petit rassemblement qui permet de développer les produits et puis où tous les athlètes se rencontrent avec aussi tout le personnel de la recherche et du développement. Et c'est vrai que c'est pas facile au début d'arriver à s'intégrer, à prendre en compte on va dire toute l'ampleur des possibilités qu'offre le team. Et je pense qu'il m'a bien fallu 3 ans en gros pour arriver à trouver ma place, à savoir. Tout de suite j'étais très bien intégré, ça s'est super bien passé, mais je sais pas si j'arrivais je crois que l'an passé j'ai vraiment réussi à m'intégrer tel que je voulais être intégré. Donc d'accord. Voilà, mais c'est des super moments depuis 4 ans que j'ai passé, et puis c'est surtout la possibilité d'avoir accès à un panel de technicité, de conseils et de produits que je ne connais pas dans les autres marques, mais que je suis très satisfait et puis j'essaye de montrer un peu aujourd'hui à tout le monde. Est-ce qu'on peut dire que tu es 3 ans après, donc 3 ans après ton irruption dans le team Salomon France, est-ce qu'on peut dire que tu es le leader naturel de ce team? Non, je pense pas, parce que chacun a un peu sa spécificité, chacun apporte, on va dire, sa petite touche dans le team, et Jean-Michel justement aujourd'hui a réussi, je pense, à faire évoluer le team pour que chacun on va dire, ait un petit peu son quartier, et que le but du jeu c'est qu'il n'y ait pas vraiment de concurrence, mais qu'on puisse tous bien s'entendre ensemble et tous travailler ensemble. Et je crois que l'an passé, l'expérience qu'on a vécue à Hong Kong à 4, ça montre bien que justement on pouvait faire des choses ensemble, et que voilà, c'était un team, que c'était une équipe, et j'ai pas trop envie qu'il y ait de leader, qu'il y ait de non-leader, qu'il y ait de choses comme ça. C'était une question, je t'assure, tu commences un peu à me cerner, c'est une question un peu provocatrice, parce qu'en effet on sent bien dans ce team une véritable symbiose entre vous, et puis bien sûr, j'allais y venir, Jean-Michel Fort-Vincent, qui est quand même une sacrée personnalité. Ouais, mais après je crois qu'il passe beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à essayer justement qu'au sein de ce team ça se passe bien, qu'on soit bien tous avec nous-mêmes et ensemble. Et je crois qu'avec les résultats qu'il y a au fil des années, et puis l'image qu'on essaie de montrer, la façon dont le travail se développe, c'est aussi une récompense, et pour nous et pour lui aujourd'hui. Ça devrait être, donc normalement, si tu es d'accord avec moi, ça devrait être la dernière, la DER. Et alors justement, tu me parles là de relations humaines. Le trail, c'est pas en effet seulement que la prouesse sportive, c'est également la rencontre, les rencontres humaines qu'il suscite. Tu peux nous en dire un mot là-dessus, et je suppose que il peut y avoir une profusion de... Ouais, pour moi, je trouve que c'est très important justement, c'est de comprendre que ce trail running, c'est pas que la prouesse physique, mais c'est aussi beaucoup de choses autour. Et que la notion on va dire de plaisir pour moi est très importante, et j'essaie un peu d'appuyer un petit peu là-dessus en ce moment.
c'est à la fois, on va dire, quelque chose de rechercher quelque chose avec les autres, quelque chose avec la nature, quelque chose avec soi, et le fait de pouvoir prendre du plaisir tous les jours, et à l'entraînement et dans la vie de tous les jours, ça permet ensuite de retrouver ce plaisir en compétition, mais si on n'a pas de plaisir avant, je pense qu'on sera beaucoup moins en adéquation avec le trail le jour J de la compétition, quoi. Donc c'est plus qu'une prouesse physique, je pense que c'est plutôt un ensemble de choses, et surtout un grand besoin d'être à l'extérieur et de profiter de tout ce que la montagne et la nature nous offrent. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a de plus en plus de trailers de nos jours. En France, je crois qu'on en compte plus de 300 000 maintenant. Et à mon avis, c'est pas prêt de s'arrêter. Après, je pense qu'il y en a heureusement pour tout le monde et pour tous les goûts. Après, j'espère que ce sport pourra garder un petit peu l'état d'esprit qu'il a aujourd'hui, et ce qui fait que ça m'a amené, on va dire, depuis 2006 à abandonner, on va dire, les pistes d'athlée, la route, pour vraiment essayer d'être moi-même et de prendre du plaisir en montagne et de retrouver toutes ces belles choses. François, est-ce que tu as encore quelque chose à ajouter sur cet entretien? Une question vraiment que tu aurais voulu qu'elle soit traitée? Non, pas. C'est tout. Bon, bah écoute, je remercie encore une fois Christian Perrault d'Activa Sport de nous avoir accueillis, et bien évidemment François Dene qui a répondu de manière complètement spontanée, parce que ça je puis vous l'assurer, c'était absolument pas préparé du tout, il n'a pas commencé à préparer les questions comme bien souvent on voit dans pas mal d'interviews. Bravo François pour cette prouesse là que tu viens de réaliser. Et écoute, et puis rendez-vous, donc en tout cas on te souhaite une excellente saison. Merci beaucoup. Et puis donc rendez-vous sur l'ITT notamment, le 14 juillet prochain, qui risque franchement de marquer. Fête nationale. Fête nationale du trail, ouais. Et puis bien sûr, rendez-vous mais avant le 14 juillet, il y a aussi, quelques jours avant, il y a également un autre événement. Décidément, ça risque de se bousculer au mois de juillet. Merci encore François. Ouais.